S'il y a bien un tabou qui revient et persiste de génération en génération équestre, c'est la peur. Peur de cet animal trop grand, peur de l'obstacle, peur de tomber, peur de galoper, peur de perdre le contrôle et j'en passe. Mais les cavaliers qui avouent leur peur sont pointés du doigt et réduits au rang de trouillards, qui n'ont pas à pratiquer et qui devraient, ouvrez les guillemets, changer de sport et se mettre au tricot. Fin de citation. Mais si je vous disais que d'après moi, les seuls cavaliers qui n'ont jamais tremblé sont des cavaliers inconscients, mais surtout que le vrai courage consiste à amadouer sa peur, non pas à ne pas avoir peur, cherchons ensemble des pistes de réflexion pour savoir d'où viennent nos frayeurs, qu'elles soient fondées ou non, et surtout, comment les amadouer pour ne plus les subir mais bien les surmonter. Ici Mathilde de Dance with Him, et vous écoutez Radio Mama. Hello les auditeurs de la Commu Tour de Sol! On attaque ensemble notre 8e épisode et pas des moindres. Avant de commencer, je voulais souhaiter un joyeux 2e mois anniversaire à ce podcast. C'est fou comme le temps passe vite quand on s'amuse. Merci de nous suivre ici aussi. Les écoutes sont plus nombreuses de semaine en semaine et vos retours suite aux publications des épisodes via mes DM Insta, mais mamma mia les gars, ça me fait vibrer comme jamais. Donc merci pour vos mots, merci pour votre soutien, merci de nous suivre ici aussi, c'est la Commu Tour de Sol quoi. Bref, trêve de bavardage, rentrons dans le vif du sujet. Avant toute chose, définissons ensemble ce que c'est que la peur. Et vous allez voir que le Robert nous permet de dédramatiser le propos à lui seul. La définition officielle c'est peur, non féminin, émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger, d'une menace. En gros, avoir peur, c'est pas être fada ou inquiet pour rien, c'est une réaction normale de toute personne ayant un minimum d'instinct de survie. En tant que monitrice d'équitation, et j'ai clairement l'impression de le rappeler à chacun de mes épisodes de podcast, c'est dingue comme si j'avais un truc à prouver quoi, j'ai croisé beaucoup de cavaliers atteints de peur tout au long de ma carrière. En y réfléchissant, je me suis rendu compte qu'il y avait entre guillemets 2 teams. Numéro 1, la peur de l'inconnu, la peur des premières fois en gros. Numéro 2, la peur suite à une mauvaise expérience. Pour la première catégorie, soit la peur de l'inconnu, ça concerne par exemple, attention, liste non exhaustive, curer les postérieurs, sauter un obstacle, partir au galop, monter un cheval quand on a toujours fait du poney, bref, il y en a plein. Ici, si on est bien encadré par une personne qui nous montre les bons gestes, qui nous rassure, alors généralement, on coche cette case et la peur devient plus rapidement un ancien souvenir. Bon, cet ancien souvenir peut laisser place à une autre peur, je l'avoue. Ici, on peut tout à fait comprendre la peur. La toute première fois que l'on te dit « Mais oui, mais tu prends ton pouce et tu fais des guilis dans la bouche du cheval pour pouvoir lui mettre le mort. » Tu vois ton petit pouce tout frêle. Tu vois les dents du cheval qui font 1 mètre de long dans ta tête. Tu te dis « Non, il se fout de ma gueule. Si je mets mes doigts dans cette bouche, je ressors, il me manque un doigt. » Donc évidemment que ça reste effrayant. On oublie juste en fait avec les années qu'un jour on a eu peur de ça. Parce que au bout de la 10e, 15e, 20e fois qu'on a mis un mort, normalement on n'a plus peur de mettre le filet. Et donc, on part du principe que, oui, non, ça se fait bien, ça c'est facile. Et quand tu rencontres quelqu'un qui, lui, en a peur, tu te dis, oh, t'as peur de ça, il a peur de ça, ok, oh, ridicule. Non, pas ridicule. Nous étions tout aussi, entre guillemets, ridicules fut un temps. C'est dans ce sens-là que je vous disais qu'il faut être encadré par la bonne personne à ce moment-là. Si c'est un moniteur ou un accompagnateur, qu'importe, bienveillant, qui vous explique, si, t'inquiète pas, tu vas pas caresser les dents du cheval, mais tu vas bien toucher un endroit où il n'y a pas de dents dans la bouche du cheval, donc c'est sans risque pour toi. On le fait ensemble, je te montre, patati patata. Alors, vous allez mettre le filet, on va être dans la bienveillance, ça va bien se passer, et puis, comme on le disait, vous allez vous rendre compte 1 fois, 2 fois, 3 fois que effectivement vous vous faites pas mordre. Bon, vous avez plus peur et c'est facile. Pour la peur de l'inconnu, donc, je comprends tout à fait que ce soit des peurs qui arrivent parce qu'on sait pas à quoi on va être confronté, mais si c'est fait dans de bonnes conditions, il n'y a que très peu de chances que ça devienne une peur qui reste gravée à vie. Pour la 2e catégorie que je vous énonçais tout à l'heure, c'est-à-dire la peur suite à une mauvaise expérience, ici c'est généralement des peurs qui sont plus spécifiques. Encore une fois, je vous partage les peurs que j'ai le plus souvent identifiées, celles qui sont les plus classiques, entre guillemets, d'après moi, mais c'est une liste non exhaustive, il y en a bien d'autres des peurs, malheureusement. Je range dans cette catégorie-là, par exemple, les cavaliers qui se sont déjà fait embarquer au galop, qui se sont déjà fait mordre, déjà fait taper, qui sont déjà tombés gravement. En gros, votre expérience ici vous a prouvé
et a prouvé à votre cerveau et à votre corps que vous aviez raison d'avoir peur et que c'est réellement dangereux. La preuve avec votre passé. Un jour, vous avez dû partir au galop, vous vous êtes fait trimballer sur 3 tours de carrière. Un jour, vous avez sauté un obstacle un petit peu plus haut que d'habitude, vous êtes tombé, vous vous êtes cassé le bras. C'est bien donc la preuve qu'on a raison d'avoir peur parce que nos expériences passées nous l'ont prouvé. On n'oublie pas. On n'oublie jamais rien, on vit avec, comme dirait un grand philosophe des temps modernes. Bref, votre instinct de survie ici vous pousse à ne pas y retourner. Enfin, nous pousse à ne pas y retourner. Je sais pas pourquoi je m'exclus tout le temps de toutes mes explications, c'est insupportable de faire ça. On dirait que je parle comme un gourou de secte. Non, notre instinct de survie à nous tous nous pousse à ne pas y retourner. J'ai identifié dans mon petit cerveau, qui n'est absolument pas un cerveau de psychanalyste, je vous le rappelle, mais en tout cas moi c'est comme ça que je nous classe tous, 2 grandes catégories face à nos frayeurs. Les premiers, ce sont ceux qui sont prudents et qui ne veulent pas affronter ça de nouveau. Ceux pour qui la peur va être une façon de ralentir le rythme, de ne pas avoir envie de refaire, ça va les paralyser souvent. L'autre team, c'est ceux qui, poussés par leur ego, ne se permettent pas d'échouer. Je lève la main, je lève les 2 mains, je lève les 2 pieds même, tellement ça me concerne cette team-là. Pour ma part, je suis naturellement comme ça et je ne me suis jamais donc laissé le choix d'avoir peur. Mais ça, c'est dû à mon refus de l'échec dont je vous parlais dans le dernier podcast d'ailleurs, et je ne peux pas admettre que je n'y arrive pas. Cette façon de réfléchir, cette pression que je me mets, c'est plus fort que ma peur. Pour vous donner un exemple concret, la plus grosse tollée que je me suis prise à cheval, ma plus grosse chute, je suis remontée sur le cheval 10 secondes après. Mais il n'y a pas eu un seul moment où je me suis dit « Attends, là, le cheval, il est peut-être dangereux. » Il était dans un jour où il était pas bien. Genre, vraiment, il y avait la folie dans ses yeux, l'énergie dans son corps. Tranquillement, je chevauchais une fusée Ariane en train de décoller, ok ? Je suis tombée. J'étais pas encore en train de toucher le sol que je me suis dit « Ouh, toi, mon pote, je remonte dessus. » Pourquoi ? Parce que mon ego m'a dit « Ansel, mama, on y va, on tient dessus. Genre, moi, tu me fais tomber, à moi. » Mais c'est débile. En vrai, ce jour-là, il aurait peut-être été grave plus intelligent et j'aurais peut-être vraiment beaucoup fait plus preuve de quelqu'un qui a de l'instinct de survie que de prendre une longe, longer un petit coup l'équidé le temps qu'il dégaze de ouf, puis me remettre à cheval une fois que lui-même avait passé son énergie. Cette personnalité-là, elle est vraiment pas mieux, hein, les gars, c'est juste une autre façon de réagir à une même situation. Quand je m'interroge à pourquoi la peur est-elle devenue tabou, eh bien je pense que c'est exactement à cause de gens comme moi. Je m'explique. On a tendance à aduler les cavaliers casse-cou et à l'inverse, on a tendance à se moquer des plus peureux. Mais je crois qu'il est grand temps de se déconstruire à ce niveau-là, les gars. Je crois vraiment que ça ne peut plus être notre état d'esprit en 2023 et moi la première. Moi la première qui ai tendance à dire « Ouais, pas de caguette dans ma team ». Alors pour les non-marseillais, caguette, ça veut dire qui a très facilement peur, d'accord ? Désolé, je vous fais le dico du marseillais, le dico de la cagole. Mais quoi qu'il en soit, cette citation-là, pas de caguette dans ma team, ça a fait partie de mes grands mots, mes grands slogans de monitrice d'équitation. À la fois, ça a permis de dédramatiser des chutes de ouf où je disais à mes cavaliers qui étaient au sol et que tu sentais qu'ils avaient un peu la peur dans les yeux, je disais « T'es une caguette ou pas ? T'es une caguette ou pas ?» Et j'étais à eux « Non, ça va !» Et, oh, j'ai des exemples en tête, je revois leur petite tête mignonne, c'est vraiment trop des amours ces cavaliers-là, mais ça, du coup, a donné une impulsion qui fait que le cavalier est remonté à cheval et passé par-dessus sa peur immédiatement et donc c'est pas resté ancré comme un mauvais souvenir. Je crois quand même que j'ai moi-même tendance à un peu trop me dire « Ah voilà, ça c'est un vrai cavalier quand c'est un casse-cou » et à me dire un petit peu trop « Bon, il va falloir qu'on y aille petit à petit et qu'on prenne un peu trop notre temps quand c'est un cavalier qui a plus peur. » Ce qu'on se dit, si vous voulez bien, on passe un pacte et on se dit que go avoir de l'empathie pour les plus trouillards. Attention, je pense qu'en faisant ça, on va avoir tendance à ne plus confondre vous et moi, courage et effrontement quant aux cavaliers qui prennent tous les risques sans réfléchir. En gros, il faut de tout pour faire un monde et le cavalier peureux n'est pas à mettre de côté, le cavalier méga casse-cou n'est pas à mettre sur un piédestal parce que en fait c'est juste sa nature. On n'a rien fait pour ça, on est comme ça. C'est comme si on me mettait sur un piédestal parce que j'étais blonde. Bon, j'ai rien fait pour, hein. Bref, c'est exactement la même chose. J'espère que c'est clair, ma façon de penser. Très bien, maintenant que c'est dit, comment l'intellectualiser ? Pour moi, la première étape, c'est d'admettre que l'on a peur, méga important, et identifier d'où ça vient. J'ai connu beaucoup de cavaliers qui n'admettaient pas qu'ils avaient peur, et qui du coup
ne se l'avouant pas à eux-mêmes, ne le disaient pas autour d'eux, et du coup vivaient super mal leur passion. Je crois qu'une des étapes vers le fait de ne plus avoir peur ou d'avoir moins peur ou de passer outre la peur en question, c'est d'en parler autour de soi. Que ce soit au gérant de club, à un autre cavalier, au moniteur, au coach, etc. Mais l'idée ici, c'est d'extérioriser pour ne pas rester dans une impasse. Ensuite, on va décider ou non de surmonter et d'amadouer sa peur. Vous avez peut-être remarqué que depuis le début de ce podcast, je ne parle jamais de combattre sa peur, de vaincre sa peur. Et ça a une importance pour moi. Je vous ai déjà fait une vidéo YouTube dédiée à ce sujet et qui s'appelle « La peur à l'obstacle », mais c'est une explication que je vais vous redonner ici. Pour moi, combattre sa peur, c'est avoir une ennemie. Le mot combattre sa peur, ça veut dire que faut que je me fight contre ma peur, c'est 1v1, elle contre moi, et c'est parti, go fight. À l'inverse, amadouer sa peur, c'est s'en faire une amie. Et psychologiquement, ce n'est pas le même impact. Même si peut-être que d'un point de vue extérieur, c'est la même chose. C'est passé de c'est une peur qui te terrifie à c'est une peur à laquelle je pense plus. Eh bien, psychologiquement, je crois que partir dans je vainc ma peur ou partir dans j'amadoue ma peur, c'est pas la même chose. Après, vous vous dites peut-être que, à nouveau, je suis un gourou de secte avec comme effigie un tournesol, mais c'est bien possible. Pour moi, combattre, c'est binaire. Je gagne ou je perds. Et tant que l'objectif final n'est pas atteint, eh bien, je suis en échec. Tant que j'ai pas combattu ma peur, j'ai pas gagné. Donc, je suis toujours à 0. Et une fois que j'aurai gagné, que je l'aurai combattu, je serai à 1. Mais du coup, le chemin, il est long entre 0 et 1. À l'inverse, amadouer, pour moi, c'est par étapes, par palier. Chaque pas en avant, il faut le considérer comme une victoire. Je trouve que c'est plus facile et qu'il y a moins de mise en pression quand on l'aborde comme ça. Comme je vous le disais, cette explication-là, je l'ai déjà donnée, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, mais j'aime bien le répéter parce que je me suis rendu compte, encore une fois, en tant que monitrice, ça faisait longtemps que je vous l'avais pas dit ça, non? Que quand j'expliquais à mes élèves qu'on allait ensemble amadouer leur peur plutôt que de les vaincre, je sentais, je vous jure, que dans leurs yeux, il y avait un truc qui se passait genre « Ah, pas bête ». La question suivante que l'on peut réellement se poser ensemble, c'est « Ai-je envie d'entamer son travail ?» Il y a des temporalités pour tout dans la vie, et parfois c'est voué à l'échec parce qu'on n'était tout simplement pas prêt à commencer ce travail-là. Si ma réponse est non, actuellement j'ai pas envie ou j'ai pas l'énergie d'entamer ce travail-là, d'amadouer ma peur, eh bien à nouveau ce n'est pas un échec. Le fait déjà de s'avouer que ce n'est pas le bon moment pour nous, c'est une preuve de maturité. Qui plus est, il vaut mieux le mettre de côté que d'y aller tête baissée coûte que coûte et se confronter à un échec, parce que là ça serait double peine. Potentiellement, on peut y revenir plus tard quand on se sent plus mature, plus prêt mentalement, ou pas d'ailleurs. Si la peur de sauter est vraiment, vraiment présente et vous terrifie et vous paralyse, rien ne vous oblige à sauter. Si au fond de vous, vous rêvez de passer des énormes obstacles, etc., alors peut-être que vous allez essayer d'amadouer votre peur. Si c'est juste, je fais du cheval donc faut bien que je sache sauter, ah non, fausse route, pas du tout. Tu peux faire du cheval et faire du plat toute ta vie et c'est génial. En clair, si la perspective d'être face à cette peur est plus négative que le fait de passer peut-être un jour par-dessus, alors on laisse tomber. Ça sert à rien de se faire du mal. À l'inverse, quand je me pose la question « Ai-je vraiment envie d'entamer ce travail ?» Ma réponse est oui. Alors, il va falloir que je me laisse du temps, que je ne brûle pas les étapes. Déjà, félicitations, on est en train d'entamer une nouvelle quête, et donc on va avoir plein d'étapes, certaines difficiles, certaines super satisfaisantes, et ça c'est grave cool. Quand je parle d'étapes, je parle simplement de se créer des paliers. On va donc valider petit à petit ces petits paliers en question, plutôt que d'avoir une seule grande étape. Je vais vous donner un exemple concret. Si je prends mes to-do list, et oh là 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 là, le nombre de to-do list que j'ai fait et que je fais et que je ferai dans ma vie, c'est astronomique. Ces dernières, elles se décomposent en plein de petites tâches pour les cocher petit à petit. C'est méga satisfaisant, plutôt qu'un gros point qui va prendre des mois à être coché. Je le divise comme ça. En début d'année, je me mets des objectifs à l'année. C'est des gros points. Par exemple, en 2023, un des gros points, c'était lancer un podcast. Genre, autant vous dire que c'est vraiment un très gros point. Ensuite, je me mets des objectifs au mois, avec un point moyen. Pour rester dans mon exemple, tous les mois, je m'étais fixé en janvier, créer le logo, trouver un nom, lancer un premier épisode. En février, mettre au moins 2 épisodes en ligne. En mars, mettre au moins un épisode en ligne en featuring avec quelqu'un. Et ensuite, mes objectifs au jour sont des tout petits points.
Je reprends mes exemples du mois de janvier où un de mes moyens points c'était trouver le nom du podcast. Eh bien, un objectif au jour, par exemple le 15 janvier, je vous dis n'importe quoi, un de mes points sur ma to-do list c'était faire un brainstorming sur le nom du podcast. Vous voyez où je veux en venir ? À l'année, c'est créer un podcast. Au mois, c'est avoir le nom d'un podcast. Au jour, c'est faire un brainstorming pour le nom du podcast. En le divisant comme ça, j'ai ma grande picture, là, ma grande photo, ma photo globale qui me pousse à me surpasser parce que je vais devoir sortir un podcast entier si je veux pouvoir cocher ce point sur ma to-do list. À la fois au jour le jour, je suis vraiment sur de l'objectif très atteignable. Un simple brainstorming, ça me prend 1 heure, je peux le faire. Ici, c'était un exemple sur une organisation de travail, mais c'est exactement pareil avec vos petits paliers et vos étapes. Si vous vous dites, mon objectif, c'est de ne plus jamais avoir peur de galoper en extérieur lors des balades. Ça, je veux passer par-dessus, c'est bon, ça m'handicape, ça me saoule, tous mes potes galopent, moi je suis le seul à avoir peur, du coup je peux pas partir en balade avec eux, donc je veux amadouer cette peur-là. Si vous vous dites juste ça, bon, à partir de maintenant, je galope en balade. Non mais, c'est quasiment voué à l'échec. Alors que, si déjà vous vous dites, je vais commencer par être fier de moi si mon palier numéro 1 me permet de faire un peu de galop en carrière. Mon palier numéro 2 me permet de trotter à l'extérieur. Mon palier numéro 3 me permet de faire quelques foulées de galop derrière un cheval qui trotte quand on est en extérieur. Mon palier numéro 4 me permet de pouvoir galoper à 2 personnes en simultané quand on est en extérieur. Mon palier numéro 5 me permet de galoper systématiquement, quelles que soient les conditions, avec les autres chevaux en extérieur. L'étape finale, mon palier 5, c'est exactement la même que le palier, grand palier que je m'étais fixé au début. Donc, la boucle est bouclée, j'ai atteint mon objectif. Sauf que, en le divisant en 5 paliers, déjà, la toute première fois que je vais réussir à faire 2 foulées de galop sur mon cheval alors que le cheval qui m'accompagne est au trot, je vais me dire, waouh, une étape validée, psychologiquement, t'y avances, psychologiquement, il se passe des trucs, psychologiquement, t'apportes du positif. Et donc, tu avances pas par pas, et surtout, tu sens les améliorations, elles sont numériques, elles sont binaires, elles sont palpables, elles peuvent être cochées, et donc c'est ça qui permet d'avancer. On n'oublie pas non plus, et c'est méga important de tous, vous comme moi, dédramatiser ça et être à l'aise avec. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire, mais j'essaye de m'obliger à être plus indulgente avec moi là-dessus, c'est un pas en avant, c'est super, un pas en arrière, ce n'est pas un échec. Ça fait partie du principe de l'apprentissage, ça fait partie du fait d'être un humain. Un jour on y arrive, et le lendemain, des fois on n'y arrive pas. C'est pas grave, ça veut pas dire que ça y est, c'est foutu, tout repart à zéro. Ça aussi, je vous en ai parlé dans une vidéo YouTube, mais pour moi, régresser, ça permet parfois de mieux progresser. Bon, c'est pas le sujet ici, mais je trouvais ça important d'en parler. Sur le point suivant, on avait la discussion pas plus tard qu'hier avec Lucas lorsque je lui donnais 1 heure de cours. L'idée c'était de ne surtout pas se répéter, mais ça, j'y arrivais avant. Ici, là, dans mon exemple, ça n'a rien à voir avec la peur, c'est juste qu'il n'arrivait pas à passer un changement de pied de la gauche vers la droite alors qu'avant il y arrivait, et je sais pas pourquoi, hier ça passait pas. Bon, il les passera demain, c'est pas un souci. Mais, ce que je lui disais, mais ça avant j'y arrivais, qui est ultra négatif, c'est contre-productif de ouf. Si on se répète ça, quand il se répétait ça sur ses changements de pied hier d'ailleurs, ça le poussait à chaque fois qu'il n'y arrivait pas, se dire « ouais voilà, je le savais ». Comme si tu t'auto-projetais dans ton échec. Tu pars du principe que parce que t'as réussi une fois, ça y est, c'est un acquis, il faut que tu y arrives toujours. Non! Comme on le disait, régresser, ça permet parfois de mieux progresser. Dans mon exemple ici, peut-être que il est juste beaucoup plus attentif qu'avant à ses changements de pied, et là où avant, il arrivait à faire ses changements de pied par perte d'équilibre, quand aujourd'hui je lui demande de faire ses changements de pied par prise d'équilibre, peut-être qu'il y arrive un peu moins. Mais c'est normal, puisque c'est plus dur. Sur la peur, c'est pareil. Si avant on y arrivait, reprenant l'exemple fictif de tout à l'heure, galoper en balade, peut-être qu'entre-temps, votre cerveau a eu la preuve que c'était une bêtise. Vous avez peut-être fait une balade où tous les chevaux pétaient en l'air et où tous les cavaliers ont manqué de mourir, et où le cerveau a dit « Ok, une fois pas deux, je me mets dans cette situation. Galoper en balade, c'est n'importe quoi. Peut-être que tu y arrivais avant, mais t'étais inconscient. Maintenant, on le fait plus, stop, ça suffit. » En gros, quand mes élèves me disent ou me disaient « mais ça, avant, j'y arrivais », j'ai envie de leur répondre « oui, mais tu n'avais aucune preuve dans ton expérience qui démontrait que ce n'était effectivement pas une bonne idée. Donc c'est normal que tu y arrivais. Tu n'avais pas conscience du danger. » Enfin, dans notre cheminement vers le fait de tranquillement laisser la peur derrière nous, ou en tout cas s'en faire une amie, je pense qu'il faut s'assurer d'être bien entouré. L'entourage fait énormément.
n'hésitons pas à aller chercher ailleurs. Parce que parfois, oui, l'herbe est plus verte à côté. En tout cas, l'herbe qui concerne pile poil ce petit problème-là. Pourquoi pas s'adresser à un autre moniteur ? Le vôtre ne comprend pas votre peur ou a déjà tout essayé mais n'arrive pas à vous aider à passer outre. Peut-être qu'il y aura un autre qui aura des techniques, une approche, des mots qui vous conviendront mieux. Pourquoi pas essayer une autre structure ? C'est potentiellement les chevaux que vous montez là qui ne vous conviennent pas ou la façon que l'on a de vous mettre en échec ici qui ne vous convient pas. Pourquoi pas tester aussi une autre discipline ? Peut-être que vous n'arrivez pas, et décidément j'aurais tiré cet exemple jusqu'au bout, à galoper en extérieur avec d'autres chevaux. Eh bien peut-être que si vous testez de galoper en extérieur avec d'autres chevaux de western et non plus des chevaux d'équitation classique, eh bien peut-être que dans cette nouvelle discipline qu'est le western, avec le nouvel équipement que cela vous procure, vous vous sentez plus en sécurité parce que mieux tenu dans votre selle. Ici, ce sont des exemples, ici, ce sont des grandes idées, mais je pense que l'entourage dans ce genre de cas, ça nous permet de nous mettre dans des conditions de positif ou de négatif qui vont parfois conditionner justement la réussite ou non de notre envie d'amadouer notre peur. Le dernier point que je voulais soulever ici, c'est ça y est, vous êtes enfin au bout du chemin. La peur et vous donnez la main, vous vous galochez même à l'occasion, vous êtes devenus des vraiment bons potes, des BFF. Eh bien attention à ne pas se dire que c'est un acquis pour continuer à kiffer ce chemin que vous avez parcouru, parce que vous le devez qu'à vous les gars. Il faut, et c'est difficile, penser à être fier de soi. Encore une fois, se dire que on a parcouru ce chemin-là, on n'en avait pas peur, puis on en avait peur, puis on n'en a plus peur. C'est pas normal, c'est pas acquis, c'est bon, encore heureux, avant j'en avais pas peur, j'en ai eu peur fut un temps mais j'étais ridicule et maintenant ça va. Non. Kiffons ce qu'on a fait. S'il y a vraiment un truc pour lequel on peut être fier de soi, c'est réussir à passer outre une peur. Genre, c'est quand même anti-naturel que d'affronter ces peurs. Se rappeler que c'est quand même la plus belle des victoires parce que, quand même, c'est pas donné à tout le monde de réussir à faire ça. Et enfin, il ne faut pas être déçu, je pense, si une autre peur s'est immiscée dans votre vie au passage. Se dire dans ce cas-là que, il y a une autre peur qui a pris la place. On arrivera tout aussi bien à s'en faire une amie si on le souhaite ou la laisser de côté si c'est pas le moment. Bref, on a juste à recommencer exactement le même processus avec la nouvelle peur. J'espère que ces mots-là vous ont intéressé, vous ont donné des pistes de réflexion et même ont pu potentiellement vous aider, ça me ferait grandement plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. La seule façon que nous ayons d'interagir ici, c'est que vous m'envoyez un petit DM sur Instagram, donc go, slidez directement dans mes DM, j'ai hâte de voir ça. N'oubliez pas de nous laisser un maximum d'étoiles, ça j'ai oublié de vous le dire, mais c'est une des meilleures façons de vaincre sa peur, c'est laisser des étoiles au podcast Radio Mama. Ça vous aide dans votre processus, je vous promets, ce n'est pas de la publicité mensongère. En tout cas, moi, je vous fais tout plein de gros bisous. Pas de caguettes dans ma team, mais parfois quand même un peu, parce que, comme on le disait au tout début de ce podcast, le vrai courage, ça consiste à amadouer sa peur, et non pas à ne jamais avoir peur. Sur ces belles paroles, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.